je vais commencer par, comme d'habitude, à parler du contexte économique mondial. Ensuite, je reviendrai sur le pétrole, le gaz naturel, un mot sur la lutte contre le changement climatique avant de conclure. Alors, en 2014, la croissance économique mondiale est restée modérée autour de 3,3%, qui est un niveau équivalent à celui de 2013. La croissance a été un peu plus élevée dans les pays de l'OCDE, en grande partie du fait des États-Unis, mais elle a continué à s'infléchir dans les pays émergents, notamment en Chine. La situation du Brésil doit aussi être soulignée avec un décrochage économique tout à fait considérable. Pour 2015, la croissance mondiale devrait légèrement rebondir et s'établir, selon le FMI, à 3,5%. Reflet d'une croissance plutôt atone, enfin moindre, de l'économie mondiale, les prix de nombreuses matières premières ont diminué sur la période 2011-2013. Ainsi, les prix des métaux ont baissé de plus de 30% sur la période. C'est la courbe en rouge que vous voyez ici. Dans le même temps, les prix du brut se sont maintenus à un niveau relativement élevé. Donc, dans ce contexte, comment a réagi le marché pétrolier? Comme vous l'avez vu, comme vous voyez tous les jours, le marché pétrolier a réagi très vivement à ce contexte. Le Brent, je le disais tout à l'heure, est resté ancré sur toute la période 2011-2013 à des niveaux de l'ordre de 100 à 120 $ par baril, et ce jusqu'au mois de juin 2014. Le contexte géopolitique tendu faisait l'objet de préoccupations importantes à cette époque-là, et vous avez sur cette slide un certain nombre d'événements qui sont intervenus et qui ont justifié ces tensions et ces pics au niveau du marché pétrolier. Les tensions avec l'Iran, les révolutions arabes, le conflit russo-ukrainien, les avancées de Daesh en Irak. Et à chaque fois, ces événements géopolitiques ont contrebalancé les inquiétudes sur l'économie mondiale. Mais depuis le milieu de l'année 2014, les acteurs du marché semblent avoir complètement oublié ces facteurs géopolitiques et ne prennent en compte que les facteurs économiques. Et donc, les facteurs économiques, c'est des facteurs d'excès de l'offre par rapport à la demande, et j'y reviendrai. Et la conséquence en a été un effondrement du prix du pétrole qui, depuis juin, a été divisé par 2, avec un Brent qui est passé de plus de 110 $ par baril en juin 2014 à moins de 50 $ par baril en début 2015. À noter quand même qu'en moyenne, le prix du brut en 2014 est resté à un niveau, si je me souviens bien, de l'ordre de 98 $ par baril, soit 2 fois plus que le prix du brut aujourd'hui à l'entrée de cette année. Dans le même temps, et c'est un point qui est important, qui a des conséquences, le différentiel entre la référence nord-américaine, le WTI, et la référence européenne, j'allais dire même mondiale, le Brent, s'est fortement réduite, comme vous le voyez, sur le graphique de droite. Une demande dont la croissance reste modérée et une offre qui continue de croître à un rythme soutenu ont modifié l'équilibre du marché. Sur les 4 trimestres successifs en 2014, la production pétrolière mondiale a systématiquement excédé la demande de 0,5 à 1 million de barils jour. Et en 2015, on estimait que l'offre serait en excédent de l'ordre de 2 millions de barils jour sur le premier semestre, offre qui serait toujours de 1 million de barils jour sur le deuxième semestre. Donc, stockage tout à fait considérable. Il est important de rappeler que l'excès de l'offre vient essentiellement des pays non OPEP et que la production des pays non OPEP depuis 2010 s'est accrue 2 fois plus vite que celle des pays de l'OPEP.
et elle a été particulièrement tirée par le développement des shale oil, des pétroles de schiste ou LTO, Light Tight Oil, aux États-Unis. Aujourd'hui, la production de Light Tight Oil est supérieure à 4,5 millions de barils jour sur l'ensemble de l'année 2014, soit, disons, pour simplifier, comme je disais l'année dernière, aux États-Unis, on découvre une Norvège tous les 2 ans. La production a même atteint 5 millions de barils jour en décembre. La décision de l'OPEP le 27 novembre de ne pas modifier ses quotas et donc de laisser le marché se rééquilibrer par le prix a levé les freins qui pouvaient encore exister à la dégringolade des prix du baril. La position du ministre saoudien du pétrole est tout à fait claire. Il a déclaré que si l'OPEP, et donc implicitement le Royaume, réduisait sa production, the price will go up and the Russians, the Brazilians, US shale producers will take our share. La baisse du prix doit limiter les investissements sur les pétroles les plus chers. Et la charge de la réduction des prix doit être partagée par l'ensemble des producteurs. Les annonces de réduction d'investissement se sont succédées sur ces derniers mois, renforçant encore la pression sur les investissements, la pression sur les coûts que l'on avait constaté déjà depuis 18 mois, 2 ans, au niveau des compagnies pétrolières. Moins 10 à moins 50% selon les compagnies, et en particulier au niveau des pétroliers indépendants. Les effets sur la production des light tight oil, dont le développement ou le maintien de la production nécessite d'investir très régulièrement dans de nouveaux puits, pourraient se faire sentir d'ici le mois de juin. Les signes de la baisse des investissements sont déjà visibles sur l'activité de forage aux États-Unis. Les rigs actifs sont en baisse de plus de 10% en ce début d'année par rapport au point haut de septembre dernier. Les demandes de permis de forage au Texas ont chuté massivement sur la fin de l'année par rapport au niveau observé sur le premier trimestre. Quel impact peut-on attendre sur la production de LTO aux États-Unis ? C'est une question qui est tout à fait clé, à laquelle, malheureusement, il n'y a aujourd'hui pas de réponse, car le sujet est extrêmement complexe. On peut cependant estimer qu'une baisse des investissements de 20 à 40% en 2015 sur ce type de ressources limiterait la production en 2015 entre 4,2 et 4,9 millions de barils par jour. Certes, c'est moins que le chiffre de 5,6 millions de barils par jour qui était estimé auparavant par le DOE, mais c'est un niveau qui est quand même très comparable, malgré un effondrement des prix du pétrole, c'est un niveau qui est tout à fait comparable au niveau que l'on a constaté en 2014. Alors, quelles hypothèses retenir dans ce contexte de marché extrêmement volatile? Quelle hypothèse de prix retenir pour l'année 2015? Ce qu'on constate d'abord, c'est une volatilité extrêmement forte des prix. On a constaté les prix du pétrole ont baissé ce matin de l'ordre de 5 ou 6 dollars par baril, tout simplement parce que les stocks, il y a des informations sur les stocks américains qui étaient très pleins, après avoir augmenté de l'ordre de 8 dollars par baril à cause des inquiétudes sur le problème de la dette grecque. On peut estimer que un prix d'équilibre en 2015 pourrait se situer à environ 50 à 70 dollars par baril pour éliminer les excédents et équilibrer l'offre et la demande. Il n'est cependant pas exclu que le prix descende plus bas, ce qui était le cas la semaine dernière, avec plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. D'abord, l'effet de la baisse des prix sur la demande n'aura pas lieu immédiatement, ça prend quand même un certain temps. De même, l'ajustement de la production n'est pas immédiat et aussi, tant que le niveau des prix est supérieur au coût opératoire, la production, l'intérêt des opérateurs est de continuer à produire au niveau maximum.
D'autre part, pour compliquer les choses, les opérateurs pétroliers américains ont procédé à des couvertures des couvertures financières sur leur production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vendent à des gogos. Alors on verra quels sont les gogos. Est-ce que ce sont les banques? Est-ce que ce sont les compagnies aériennes? Il y a des gogos qui achètent donc aujourd'hui sur les marchés du pétrole à $100 alors qu'il ne vaut que $50 par baril. Et donc ceci explique aussi la poursuite de la production au maximum d'un certain nombre de gisements aux États-Unis. Enfin, la rationalisation des coûts et les progrès technologiques considérables qu'on a pu constater ces 5 dernières années dans le domaine des LTO, ainsi qu'un meilleur ciblage des puits forêts, permettent de poursuivre en fait une réduction des coûts et aussi une amélioration de la compétitivité. Alors, l'impact de cette baisse des prix très brusque, très récente, est très importante pour les pays producteurs sur le plan économique. Le signe le plus clair a été la baisse rapide du taux de change face au dollar, comme vous le voyez sur la slide à gauche, et l'exemple le plus emblématique est la chute vertigineuse du rouble. De plus, comme vous le voyez à droite de la slide, le niveau de prix actuel ne permet plus à aucun des pays de l'OPEP d'équilibrer leur budget. Certains peuvent continuer à vivre sur leurs réserves financières engrangées ces dernières années. Pour d'autres, la situation peut devenir rapidement critique, et c'est en particulier le cas des pays qui sont à gauche sur cette slide. En moyenne, et pour un pétrole à $60, les pertes de revenus se situent à 2,7% de PIB pour les pays exportateurs, et ça peut aller jusqu'à 10 points de PIB pour certains pays du Moyen-Orient. L'exemple de la Russie est très intéressant, avec un prix moyen du baril de $60 sur l'ensemble de l'année 2015. Les pertes sur les exportations de produits pétroliers et de gaz naturel sont évaluées à près de 150 milliards de dollars par rapport à 2013. C'est à dire une baisse équivalente à 7% du PIB national, chiffre qui est à comparer à l'impact de l'embargo qui est estimé à environ 40 milliards de dollars en année pleine. Les conséquences sont par contre favorables pour les pays importateurs nets qui voient leurs factures pétrolières et gazières s'alléger. La baisse est estimée à plus de 16% pour la France en 2014 par rapport à 2013 et pourrait, avec un prix moyen du brut à $60, baisser de 28% supplémentaires en année pleine en 2015. C'est 15 milliards d'euros en moins, soit 0,7% du PIB, mais n'oublions quand même pas que ça ne permet pas de rétablir la facture énergétique qui resterait toujours déficitaire à hauteur de 40 milliards d'euros, une paille. En moyenne, le gain est estimé à 1% de PIB pour l'ensemble des pays importateurs et pourrait atteindre jusqu'à 1,6% pour le Japon. La situation actuelle, prix du brut en baisse et réduction du différentiel WTI Brent, redonne une petite bouffée d'air au raffinage européen et à la pétrochimie européenne, dont les marges se redressent légèrement, à l'inverse de celles du raffinage nord-américain. Ceci, cependant, malheureusement, ne remet pas en cause les fondamentaux dans ce secteur et la fragilité, ainsi que la fragilité du secteur du raffinage à moyen terme. Les valeurs boursières liées à l'activité pétrolière amont, compagnies pétrolières et parapétrolières, pâtissent à l'évidence des évolutions récentes du pétrole, comme le montre l'indice Oil NYMEX sur l'année 2014. La baisse de la valeur en bourse de nombreuses sociétés crée un climat propice à des achats ou regroupements
dont les annonces pourraient bientôt se succéder au cours des prochains mois, et l'annonce de l'achat de Baker Hughes par Halliburton en est un exemple et devrait donner naissance au leader mondial dans le domaine des équipements et services parapétroliers, dans le domaine de l'exploration-production, devant Schlumberger. Le contexte de l'économie mondiale et du secteur pétrolier pèse aussi sur le secteur gazier. Avant de présenter l'évolution des prix du gaz en 2015, il convient d'évoquer la situation du marché qui est marquée par une faible croissance de la demande en 2014, phénomène déjà observé en 2012 et 2013, et on peut se demander quand est-ce qu'arrivera le Golden Age du gaz naturel prévu par l'AIE. En Asie, la demande s'essouffle et en Europe, la baisse est historique à hauteur de 10%. Il y a plusieurs raisons à ça, à la fois économiques, climatiques, mais aussi en raison de la concurrence accrue du charbon et des énergies renouvelables. Cela affecte bien sûr les prix spot en Europe, qui sont en recul marqué en 2014, et cette zone va aussi bénéficier en 2015 d'un effet pétrole favorable comme en Asie, compte tenu de l'indexation des prix du gaz sur les prix pétroliers. Ce schéma, à l'évidence, n'intègre pas un impact possible du conflit russo-ukrainien sur les approvisionnements gaziers européens. À noter qu'en 2014, ce conflit n'a pas eu d'effet significatif, mais à l'évidence, rien n'est acquis pour cette année. Aux États-Unis, c'est le phénomène des gaz de schiste qui pourrait peser sur les prix en 2015 face à une demande stable. Pour donner un ordre de grandeur encore du phénomène des hydrocarbures non conventionnels en ce qui concerne le gaz aux États-Unis, la hausse de la production américaine en 6 ans est équivalente à la totalité de la production du Qatar. On a évoqué la baisse des prix du gaz pour 2015 en Europe. Est-ce que cela aura un effet bénéfique pour assurer la compétitivité de cette énergie qui est jugée plus propre par rapport au charbon? Il faut rappeler que le gaz pour la production d'électricité émet 3 fois moins de gaz à effet de serre que le charbon. Malheureusement, malgré ces anticipations, le gaz resterait sur ses bases toujours plus compétitif et il faudrait un doublement du prix ou un quadruplement du prix du CO2 pour changer la donne. On est très loin de cela en Europe avec des prix du CO2 inférieurs à 10 € la tonne. Il convient de noter l'initiative du Royaume-Uni qui, avec le pragmatisme qui caractérise nos amis anglais, le Royaume-Uni a été instauré en 2014 un mécanisme complémentaire au prix du CO2 qui atteindra 18 livres la tonne, soit 23 € la tonne en avril prochain. Et ce niveau sera vraisemblablement suffisant pour permettre au gaz d'être concurrentiel dans ce pays. Pour le marché américain, je souhaiterais faire un zoom sur les conséquences de la baisse possible des prix du gaz sur la compétitivité du GNL américain dont j'avais parlé l'année dernière. Cette slide permet de comparer le coût de livraison du GNL américain vers l'Asie et l'Europe au prix du gaz qui prévaut dans ces deux régions. Le calcul est fait pour un pétrole à 60 $ par baril qui conduit à un prix du GNL de 9 $ par million de BTU environ rendu en Asie et de 7 $ par million de BTU pour l'Europe. Dans cet environnement, il faut un prix de 3 $ par million de BTU maximum aux États-Unis pour rester compétitif. C'est le prix qui est attendu sur le marché américain en 2015, mais depuis 2009, le prix a été, à certains moments, un petit peu supérieur, jusqu'à 4 $ par million de BTU. La rentabilité donc des projets américain est devenue plus incertaine dans le contexte actuel et cela va vraisemblablement conduire à en réexaminer certains
à la lumière d'un scénario de prix durablement bas. Et on peut vraisemblablement aussi s'attendre à un report de certains projets, même si les premières exportations de GNL à partir du terminal de Sabine Pass devraient commencer fin 2015 ou début de 2016. Comme d'habitude, je voudrais dire 2 mots, comme tous les ans, je voudrais dire 2 mots sur la problématique environnementale et la problématique du changement climatique. Et dans ces conditions, quelles sont les perspectives pour la réunion COP21 qui devrait se tenir, qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Les différentes conférences des parties, les COP qui se sont tenues depuis 2010, visent à obtenir un accord global de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui prolonge le protocole de Kyoto en s'appliquant après 2020. Cet enjeu reste majeur. Force est de reconnaître que COP20, qui s'est tenu à Lima il y a quelques mois, n'a donné lieu à aucune décision, mais plutôt à un consensus mou pour ne pas compromettre la COP21 de Paris, qui est présenté comme le rendez-vous de la dernière chance. À Lima, 195 pays sont engagés à publier avant le mois de mai leurs engagements de réduction. La hauteur des engagements déclarés décidera si l'éventuel accord permettra de respecter les objectifs de Kyoto ou non. Une des avancées de l'accord de 2014 aura à l'évidence été l'accord entre les États-Unis et la Chine, 2 pays qui à eux seuls représentent 42% des émissions des CO2 de la planète. La Chine s'est engagée à baisser ses émissions de CO2 à partir de 2030 et produire à cet horizon 20% de son électricité à partir d'énergies décarbonées. Les États-Unis sont engagés à réduire de 25 à 28% leurs émissions de CO2 en 2025 par rapport à 2005. Certains peuvent considérer que cet accord est insuffisant. Il me semble cependant que c'est un accord historique si l'on compare avec l'attitude qu'ont pu avoir aussi bien les États-Unis que la Chine lors des dernières conférences des parties. Il reste, comme j'avais dit l'année dernière, au G8 ou au G20 d'assurer le relais de cet accord entre la Chine et les États-Unis, ce qui permettrait de couvrir de l'ordre de 80 à 85% des émissions de gaz à effet de serre et donc d'engager le cirque onusien de Paris dans des conditions plus sûres. Un autre enjeu, bien entendu, des débats environnementaux est le financement du Fonds vert. Les pays développés s'étaient engagés lors de la COP17 à Durban en 2011 à mobiliser 100 milliards de dollars par an en faveur des pays en développement. À Lima, seuls 10 milliards sont garantis entre 2015 et 2018. À noter que le thème de la réduction des subventions aux énergies fossiles réémerge fortement. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'en 2013, les subventions aux fossiles représentaient dans le monde plus de 500 milliards de dollars. La réduction de ces subventions favoriserait l'efficacité énergétique et permettrait de financer les investissements nécessaires au développement de ces énergies décarbonées. D'ores et déjà, un certain nombre de pays se sont engagés dans ce sens-là. L'Iran, le Koweït, la Chine et l'Indonésie, et même au Venezuela, où j'étais la semaine dernière, le débat réémerge. Il faut dire que le prix de l'essence là-bas est de 1 centime d'euro par litre. Enfin, il est important de noter que les débats dans le cadre du post-Kyoto portent aussi sur l'adaptation aux conséquences du changement climatique. C'est un thème qui était présent dans les discussions au départ, dans les discussions autour du protocole de Kyoto à l'origine, mais qui avait disparu des débats ces dernières années. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de ce panorama? D'abord, dans un contexte économique qui est incertain, l'absence de message clair de l'OPEP a conduit à une pression à la baisse des prix du pétrole. Les investissements diminuent fortement, conduisant à une baisse de production à terme.
Le marché pourrait se rétablir progressivement au second semestre et pour 2015, on peut anticiper un prix qui pourrait se tenir dans une fourchette entre 50 et 70 $ par baril, avec un marché qui devrait de toute façon rester extrêmement volatile. Mais n'oublions pas que la situation géopolitique au Moyen-Orient reste inquiétante et que si les marchés ignorent complètement cette dimension géopolitique, force est de constater qu'aujourd'hui, la situation géopolitique dans le monde est peut-être plus inquiétante qu'elle ne l'était au mois de juin. La demande mondiale de gaz est impactée par ce contexte, à l'exception notable des États-Unis, et cela se traduit par une tension à la baisse des prix. Enfin, rien n'est acquis à ce jour pour COP 21. Alors, pour finir ma présentation, je souhaiterais faire un rapide point sur l'évolution du secteur transport, du développement de la mobilité et des personnes à l'échelle mondiale, un petit peu en introduction à la table ronde qui va suivre. La croissance de la demande mondiale d'ici 2040 sera essentiellement tirée par le développement du secteur transport. Comme vous le voyez sur cette slide, plus des 2/3 de l'accroissement attendu de la demande pétrolière viendra du secteur transport. La demande devrait plafonner pour ensuite décroître prochainement dans les pays de l'OCDE. Par contre, les besoins des pays en développement resteront considérables et expliqueront la totalité de l'augmentation de la demande de produits pétroliers pour le transport à cette échéance. En un mot, je résume souvent, pétrole égale transport, transport égale pétrole. Le secteur transport représente à lui seul plus de la moitié de la consommation pétrolière et sa part augmente régulièrement, d'où l'équation que je présentais tout de suite. Le transport routier, à lui seul, est responsable des 3/4 de la consommation de pétrole du secteur et donc d'une part considérable de la consommation d'énergie du secteur transport. Véhicules particuliers et véhicules urbains légers ont une part prépondérante. Le transport de marchandises, le transport par camion, représente l'essentiel de la consommation restante. À noter qu'au niveau mondial, les ventes de véhicules particuliers, de véhicules urbains légers continuent d'augmenter dans le monde et en 2014, ces ventes se sont accrues de 2,4%. Un dernier éclairage, un éclairage environnemental. Les émissions de CO2 du secteur transport représentent environ 23% des émissions mondiales de CO2 du secteur de l'énergie. L'enjeu, dans un objectif de limitation de l'augmentation de la température liée à l'effet de serre, est d'inverser avant 2020 la courbe d'évolution des émissions de CO2 du secteur transport. Et selon l'AIE, je reprends ce graphique de l'AIE, les émissions de CO2 du secteur transport devraient baisser de 45% en 2040 par rapport au scénario le plus probable, le scénario New Policy. Voilà, je termine ici ma présentation juste en faisant un petit clin d'œil en rappelant sur le logo. Vous avez peut-être vu que sur l'ensemble des documents qui sont distribués, il y a un logo COP 21. Donc, comme vous le savez, l'IFP est engagé au service de la transition énergétique et donc de la lutte contre le changement climatique. Nous apportons notre pierre à l'édifice au travers des innovations qui débouchent sur les technologies bas carbone, qui sont portées par les sociétés du groupe IFPEN ou par nos partenaires industriels. En 2015, tout au long de l'année, et en commençant par ce panorama aujourd'hui, et jusqu'à la conférence climat de décembre, nous entendons conduire un ensemble d'actions et d'événements visant à souligner et à rappeler l'engagement et la contribution d'IFPEN, d'où la création de ce logo IFPEN Acteur COP21. C'est la traduction visuelle de cet engagement et qui va figurer sur toutes les actions et événements qui sont conduits dans ce cadre.